dizaine de journalistes convoqués au service de renseignement en seulement quelques mois, une pratique qui inquiète pour la liberté de la presse et qui interpelle sur le rôle de la France dans la guerre au Yémen. Gueule de bois électorale pour les Insoumis, alors qu'elle connaissait une ascension presque sans discontinuité depuis sa création, la formation de Jean-Luc Mélenchon semble marquer le pas, la faute notamment au désordre idéologique qui règne dans le parti. Donald Trump bombe une nouvelle fois le torse face à la poussée migratoire mexicaine, une démonstration de force qui dérange la bien-pensance états-unienne, mais qui s'inscrit dans la tradition politique de Washington. Madame, Monsieur, bonsoir. Des journalistes convoqués par les services de renseignement français dans le cadre du conflit yéménite. Ces pratiques ont de quoi inquiéter tant vis-à-vis de la liberté d'expression que du rôle de Paris dans la guerre au Yémen. Une dizaine de journalistes français convoqués en seulement 4 mois par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Les services de renseignement intérieur de la police judiciaire, qui dépendent du ministère de l'Intérieur, ont ouvert une véritable chasse aux journalistes qui inquiètent dans la profession. Si l'un des reporters convoqués, Ariane Chemin du Monde, l'a été dans le cadre de l'affaire Benalla, les autres l'ont été dans le cadre d'informations divulguées sur le rôle de la France dans le conflit yéménite. C'est notamment le cas de Michel Desprats, journaliste et réalisateur indépendant qui exerce auprès de médias comme Canal+, Les Inrocks, mais aussi le site web d'investigation Disclose, dans lequel il a révélé le rôle de la France dans la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Son interrogatoire avait un but, savoir d'où venaient ces informations. La majorité des questions étaient destinées à en savoir plus sur nos sources, sur la manière dont nous sommes procurés l'information. Une peur des taupes au renseignement français? Il semblerait en tout cas que les services se soient mis en branle dans cette affaire, comme si Paris avait quelque chose à cacher. En l'occurrence, sa place dans la guerre au Yémen et le rôle pas franchement humaniste du gouvernement dans cette affaire. Le document révèle que des chars Leclerc sont utilisés sur le sol yéménite, que des navires français, des frégates françaises, participent au blocus maritime qui affame la population et qui empêche l'aide humanitaire d'arriver convenablement au Yémen. Et enfin que les canons français, les canons César, eux positionnés, c'est vrai, du côté saoudien de la frontière, ils bombardent sur des zones civiles. Ce qui fait mentir évidemment toute la communication gouvernementale sur l'usage qu'on fait des armes françaises au Yémen. L'enjeu, en l'espèce, est la protection des secrets de la défense nationale, mise en balance avec la protection de la liberté de la presse. Les interrogatoires semblent en tout cas jauger le prétendu civisme des journalistes. Ils ont terminé par une question qui ressemblait à une question de baccalauréat, passionnante, mais à laquelle il n'y avait pas lieu de répondre. C'est: accordez-vous la même légitimité à la loi de 1881 qui protège le droit des journalistes à taire l'origine de ces révélations, à protéger ses sources, qu'à la loi protégeant le secret de la défense nationale? La défense nationale qui n'en est finalement pas vraiment une, car dans le conflit qui agite le Yémen et qui fait des centaines de milliers de morts militaires comme civils, la sécurité des citoyens français n'est pas la question. Il s'agit avant tout d'intérêts financiers, à savoir vendre des armes à l'Arabie Saoudite, deuxième importateur d'armes pour la France, et donc soutenir indirectement Riyad dans son entreprise meurtrière au Yémen, où se déroule un conflit par pays interposé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les révélations successives sur le rôle de la France ont en tout cas de quoi inquiéter le gouvernement dont la défense repose sur le mensonge, mensonge dont le ministre de la Défense, Florence Parly, se fait le porte-voix. À la connaissance du gouvernement français, nous n'avons pas de preuves, d'éléments de preuve selon lesquels des victimes au Yémen sont le résultat de l'utilisation d'armes françaises. Comprendre, la France vend des armes offensives à un État comme l'Arabie Saoudite, qui par ailleurs a soutenu Daesh, mais ne sait pas si Riyad se sert de ce matériel pour tuer. La ficelle est un peu grosse et les difficultés qu'éprouve le ministre Parly à défendre la position de Paris a de quoi inquiéter sur le rôle que joue la France dans les massacres de civils au Yémen. Et pourtant, la France pourrait arrêter de livrer des armes à l'État saoudien. Je vous rappelle que nous n'avons pas livré des Mistral à la Russie. Donc nous savons aussi interrompre des processus. La France sait aussi interrompre des processus, mais apparemment, cela semble plus facile d'interrompre la vente d'armes à la Russie qu'à l'Arabie Saoudite. Derrière ce qui pourrait paraître une incohérence se cache naturellement un choix financier et stratégique, celui de se plier à la doxa états-unienne au Proche-Orient, comprendre, soutenir les Saouds contre l'Iran, ici dans le cadre du conflit au Yémen. L'opinion pourrait cependant faire infléchir, même timidement, les choix stratégiques de Paris.
Déjà, à Marseille, les dockers de la CGT ont refusé d'embarquer des armes destinées à tuer des civils avant de finalement s'exécuter. Un épisode qui témoigne d'une certaine inquiétude vis-à-vis du rôle de la France dans le conflit yéménite, une inquiétude entretenue par le climat de petite terreur que l'exécutif entend faire régner via les services de renseignement auprès des journalistes qui auraient le malheur de pointer du doigt le rôle criminel de Florence Parly et de l'État français dans la guerre au Yémen. Retour sur les européennes vues de gauche à présent avec la débâcle électorale des Insoumis qui pourrait laisser des traces et profiler une nouvelle guéguerre interne sur la ligne du parti. Ce n'est pas une soirée heureuse pour nous que celle-ci. 6,31% des suffrages, moins d'1 500 000 voix et seulement 6 députés européens. En effet, la soirée du dimanche 26 mai n'aura pas vraiment été heureuse pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Un des aveux qui place la formation de gauche au 5e rang du scrutin, au coude à coude avec un PS toujours convalescent. Une bien vilaine surprise que ne laissaient pas présager les sondages et qui pourrait rebattre les cartes concernant la ligne du parti. Et pour cause, la défaite est sévère. Lors de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon avait capitalisé près de 20% des suffrages avec plus de 7 millions d'électeurs avant de rassembler 2,5 millions de votants au second tour des législatives en envoyant 17 élus au Palais Bourbon. Autre scrutin, autres enjeux et autres comportements électoraux. L'élection européenne n'est pas la spécialité maison de LFI, mais un meilleur score était néanmoins attendu, même si une légère progression est à signaler en comparaison aux élections européennes de 2014 et les 1 200 000 voix donnant seulement 4 élus à l'époque au front de gauche. Dépassé par les écologistes dont le scrutin européen est la spécialité, Jean-Luc Mélenchon n'est pas non plus parvenu à assécher le vote génération de Benoît Hamon, le vote communiste de Yann Brossat, ni même, dans une certaine mesure, à picorer un peu plus du côté de l'électorat PS. Sérieux dans le travail parlementaire, généralement plutôt bon dans la communication, Jean-Luc Mélenchon et ses équipes se révèlent en opposant numéro 1 au président Macron. Dimanche, ils sont tombés de haut. Et si la logique électorale propre au scrutin explique en partie la déroute insoumise, cette défaite est aussi l'occasion de remettre en cause la ligne du parti. C'est ce que s'est empressé de faire le député Clémentine Autain. À mon sens, c'est évidemment un problème de ligne, comme je dis, de profil politique, de ce qu'on a globalement donné à voir. Mais il y a bien une cohérence des combats émancipateurs que nous avons apportés en alternative, en espérance, et pas avec un discours qui peut être dans le clash permanent et qui a clivé. Un problème de ligne et d'attitude, Clémentine Autain place ses pions dans un contexte de guerre interne que connaissent aussi les Républicains. Et la comparaison ne s'arrête pas là. Dans ces deux formations, la ligne politique n'est pas claire et l'échec aura servi de prétexte à des règlements de compte plus ou moins idéologiques. C'est donc l'opposition entre souverainistes et indigénistes qui reprend de plus belle. La première manche avait été remportée par les seconds avec le départ de Georges Kuzmanović. La seconde manche semble plus ressembler à une tentative d'affaiblir le patron du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, jugé par certains trop dur. Face à lui, Clémentine Autain fait valoir sa volonté de faire du parti une sorte de PS 2.0, une formation bien ancrée à gauche, mais surtout en pointe sur les questions dites sociétales et de défense des minorités. Une ligne qui permettrait de remettre au goût du jour les alliances avec d'autres partenaires de la gauche, Benoît Hamon, le PS ou encore le PCF. Si cette ligne n'a probablement pas un grand avenir pour les scrutins nationaux, le regroupement des petits blocs de gauche pourrait en revanche permettre à toutes ces formations de marquer des points pour les municipales. En tout cas, en partant seule en 2020 pour ces élections locales, la France insoumise ne devrait pas faire d'étincelles. Donald Trump dégaine les sanctions financières contre le Mexique face à l'afflux constant de migrants en provenance du Sud. Le président états-unien a annoncé qu'il comptait imposer des tarifs douaniers sur tous les produits importés du Mexique. Une fois de plus, Donald Trump s'inscrit dans une démarche de protectionnisme économique. Thibaut Bastide. Il avait déjà envoyé l'armée à la frontière. Cette fois-ci, Donald Trump a décidé de taper au portefeuille. Confronté depuis plusieurs mois à des vagues incessantes de clandestins en provenance d'Amérique centrale et du Sud, le président américain bombe le torse. Jeudi, le pensionnaire de la Maison-Blanche a annoncé qu'il allait imposer des droits de douane de 5% sur les produits en provenance de son voisin mexicain, accusé de laxisme sur le dossier de l'immigration clandestine. Une sanction financière qui pourrait s'appliquer à partir du 10 juin.
Donald Trump a également menacé de les faire progressivement augmenter tant que le problème ne serait pas résolu. Ces droits de douane pourraient ainsi passer à 10% au 1er juillet et grimper de 5 points tous les mois jusqu'à une limite de 25% en octobre. Cette annonce, qui a immédiatement fait réagir les autorités mexicaines prêtes à ouvrir le dialogue sur la question migratoire, intervient après qu'un groupe record de plus d'1 millier de clandestins a été interpellé après avoir franchi la frontière séparant le Mexique des États-Unis au niveau d'El Paso, au Texas, en ressortant son arme favorite de la taxe douanière après l'avoir imposée notamment à la Chine. Donald Trump espère faire bouger les lignes alors que le président milliardaire avait fait de la lutte contre l'immigration clandestine le sujet principal de sa campagne de 2016. Faire bouger les lignes car depuis sa prise de fonction, Donald Trump prend compte d'énormes difficultés à imposer ses volontés et notamment la construction du fameux mur à la frontière, retoqué à plusieurs reprises par la majorité démocrate du Congrès états-unien. Si le locataire de la Maison-Blanche éprouve les plus grandes difficultés à faire la différence sur le plan politique et même dans son propre camp, certains membres de l'administration s'étant opposés à l'imposition de droits de douane, craignant que cette décision n'enraye le processus de ratification du nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Lancé le même jour par le gouvernement américain, il peut néanmoins compter sur le soutien populaire. Un soutien bien réel, en témoigne le lancement de la construction d'un mur privé à la frontière entrepris par un ancien militaire avec l'aide d'une cagnotte participative ayant recueilli près de 22 millions de dollars de la part de partisans de Donald Trump, en partie au moins. Un soutien populaire qui conforte Donald Trump dans ses décisions malgré l'indignation de la bien-pensance états-unienne. D'ailleurs, ces nouveaux droits de douane souhaités par le président américain s'inscrivent dans une longue tradition gouvernementale de l'oncle Sam, qui n'appartient pas à la droite américaine, comme nous le rappelait Christian Arbulot, auteur de l'ouvrage « Le nationalisme économique américain ». Et après arrive Clinton, et Clinton, c'est l'officialisation, c'est-à-dire c'est dans les textes, c'est dans les déclarations officielles, et c'est pour ça que Trump est dans cette continuité, puisque au-delà de Clinton, sous Obama, il y a eu aussi des mesures pour commencer à protéger certaines infrastructures industrielles américaines, portuaires notamment, qui étaient très, menacées par des rachats potentiels de pays étrangers ou d'entreprises étrangères. Donc on a commencé aussi à verrouiller un certain nombre de dossiers. Une continuité politique, mais avec un style agressif et provocateur qui a fait le succès électoral de Donald Trump auprès des masses américaines. Le nouveau bras de fer engagé par le président américain à l'encontre du Mexique pourrait en tout cas s'avérer payant, alors que le locataire de la Maison-Blanche a déjà engagé sa campagne en vue de sa réélection en 2020. L'actualité en bref, encore avec Thibaut Bastide. Le gouvernement veut la peau de Vincent Lambert. 10 jours après que la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des soins, le gouvernement a déposé ce vendredi un pourvoi en cassation. Le recours a été déposé en fin de matinée. C'est donc un nouvel épisode judiciaire qui s'ouvre alors que Vincent Lambert est toujours hospitalisé au CHU de Reims malgré les demandes de transfert de ses parents. L'auteur de l'attentat de Lyon revendique son allégeance à l'État islamique. Jeudi, au terme de 72 heures de garde à vue, le terroriste algérien de 24 ans a reconnu avoir fait allégeance à Daesh et à son chef Abou Bakr al-Baghdadi. Un aveu qui vient confirmer les soupçons des enquêteurs alors que des connexions informatiques avec le groupe terroriste auraient été retrouvées sur son ordinateur. Il devrait être présenté à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen, notamment pour tentative d'assassinat terroriste. Théo, une victime qui ne fait pas de bruit. Le jeune homme de 19 ans avait été tué par balle dans la nuit du 18 mai dans le quartier de la Grande-Delle à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. La raison du coup de fusil, un regard. 3 suspects ont été entendus, 3 autres auraient pris la fuite en Algérie. Une actualité tragique qui se déroule dans le silence du gouvernement aux antipodes de l'affaire Adama Traoré ou de celle de Théo Louaka.
Madame ou monsieur, telle est la question. Devant les enquêteurs, le policier qui a bousculé la militante d'extrême gauche Geneviève Leguet lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Nice a affirmé qu'il n'avait pas vu la sexagénaire et qu'il pensait avoir bousculé un homme. S'il regrette la blessure de la manifestante, le fonctionnaire a tout de même ajouté qu'il avait agi dans le cadre d'une charge ordonnée légalement, visant à reprendre du terrain et repousser toute personne quelle qu'elle soit sur le passage. Marlène Schiappa s'indigne une fois de plus. Sur un post Facebook, le secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme règle ses comptes avec les médias. Après avoir crié au scandale suite à la venue de plusieurs manifestants devant son domicile, Marlène Schiappa a poursuivi sa sortie théâtrale en s'en prenant aux médias qui ont dénoncé son exagération des faits dans cette affaire. Dans une nouvelle déclaration sur les réseaux sociaux, Marlène Schiappa s'en est prise à la presse, notamment à Edwy Plenel, directeur de Mediapart, qui n'avait pas hésité à affirmer que le secrétaire d'État multipliait les fake news. En concluant Tremblay et Edwy Plenel, la figure gouvernementale ajoute une ligne supplémentaire dans le conflit qui oppose la presse à l'État. Appel à la prière islamique dans l'église Saint-Louis des Invalides pour célébrer les 20 ans d'une prétendue paix au Kosovo. Les faits se sont déroulés dans l'édifice cathédral du diocèse aux armées françaises et constituent une profanation. Une prière de réparation a été dite pendant la messe de l'Ascension dans cette même église. Le diocèse aux armées a de ce côté publié un communiqué qui ne brille pas par sa clarté. Profanation religieuse, mais aussi provocation politique alors que la province du Kosovo, dirigée par des terroristes de l'UÇK, est toujours un lieu de persécution des chrétiens serbes. Une insulte pour les Serbes qui fait suite à celle du 11 novembre dernier pour les cérémonies patriotiques lors desquelles le président serbe Aleksandar Vučić avait été relégué au second plan quand Hashim Thaçi, président du territoire du Kosovo et figure du terrorisme de l'UÇK, était lui parmi les invités d'honneur. Électricité, impôts ou encore téléphone fixe, le mois de juin sera riche en changements. À partir de samedi, les tarifs de l'électricité augmenteront de 5,9% sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Cette hausse concerne environ 25 millions de foyers. Le gaz, lui, continue de baisser dans l'optique de calmer le mouvement des gilets jaunes. Une baisse peu significative de 0,45%. Le mois de juin marquera également le début des soldes d'été du 26 juin au 6 août. Pour la plupart du territoire. À noter que vous pouvez également vous prononcer pour bénéficier du même numéro de téléphone fixe à vie, même en cas de déménagement. Une consultation publique vous permet de donner votre avis sur la question, une sorte de RIC au rabais. De nouveaux arrivants au zoo national du Nicaragua. Lundi, 2 petits tigres blancs ont été accueillis en provenance du Mexique. Les 2 frères de 5 mois, Osman et Halim, sont les 2 seuls spécimens de leur espèce en Amérique centrale. Il n'en resterait plus que 3 900 dans le monde contre 100 000 dans les années 90. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, le Liban. Et ce soir, retrouvez Bistro Liberté. Ce que je conteste fondamentalement, c'est le mode de calcul de l'INSEE. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, ben voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Et il conclut d'ailleurs que tous ces fantasmes de l'invasion, ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Ça veut dire que la population française se transforme chaque année d'environ 260 000 personnes. Donc là, il y a un tour de passe-passe de l'INSEE qui, sur le plan arithmétique, se défend, mais sur le plan stratégique, camoufle tout simplement le fait que nous sommes en phase d'une transformation de la population. Également au programme de votre fin de semaine, le samedi politique, Élise Blaise reçoit le chroniqueur Régis de Castelnau pour revenir sur le déroulement des élections européennes.
Le CSA qui dit qu'il faut réintégrer le droit d'expression de M. Bannon, l'expression de M. Bannon dans le temps du RN. Mais Cohn-Bendit, BHL, le président lui-même, tous les fonds dépensés par l'État, ça n'en bouge pas. Ça n'en bouge pas. Il devrait y avoir des poursuites pénales pour tout ça. Vous avez des hommes politiques, pas un seul qui relève ça. Et M. Mélenchon qui vient dire, alors il a protesté contre les lois le jour venu, mais là il dit non, le fascisme arrive avec le RN. Il est là, elle est là la dérive fascisante en ce moment. Je crois que spécifiquement Macron, il met en œuvre une politique qui convient à la bourgeoisie, mais il le fait d'une façon qui l'expose aussi, et qui est dangereuse pour le pays, et dangereuse pour justement ces gens qui le soutiennent. Augmentation du prix de l'énergie, réforme de la fonction publique, réforme des retraites. Il est tout à fait... Il est nos limites, notre ami, de l'Élysée. Il n'a pas d'état d'âme, il y va. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré aux nouvelles actions des catholiques, qui est tout de suite La France de Campagnole de Christian Combas et Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. Bonne fin de semaine à tous. Bonsoir. Il y a un équivalent en campagne au piratage informatique, je veux dire à la copie pirate des jeux à laquelle se livrent les adolescents des villes, dont nous allons parler aussi parce qu'elle est en train de subir quelques revers, c'est la fourniture d'électricité trafiquée. Le début de la prise de conscience m'est venu l'an passé pendant que nous organisions une exposition de peinture amateur au village et nous avions reçu l'autorisation de dresser quelques tables dans l'ancien temple protestant, mais c'était un lieu assez obscur et partant d'orage, on n'y voyait rien. Donc nous cherchions un voisin du lieu qui ait la gentillesse de consentir à laisser tirer un câble de chez lui pour mettre la lumière, mais un monsieur de passage, un Parisien qui avait travaillé à l'EDF, nous a dit que c'était plus simple d'aller directement au boîtier contre le bâtiment, et il a ouvert une petite armoire au flanc du bâtiment, et là, hop, nous avons eu l'électricité en 3 minutes. Là-dessus, à l'automne dernier, arrive la vague des protestations relatives au fameux compteur Linky, et comme j'avais laissé entendre dans une chronique il y a 2 ans que le fameux compteur intelligent n'avait pas pour seul objet de vous faciliter la vie, mais de faciliter la leur, le monsieur de l'EDF en provenance de Paris m'a dit à la fin de l'exposition, pendant que nous enroulions les câbles, vous savez, il n'y a pas que les banlieusards dans les cités qui trafiquent les anciens compteurs et qui vont chercher le courant directement dans l'armoire. Il y a aussi les agriculteurs d'ici. Ici, le principal problème, d'après ce que j'ai entendu dire par des collègues, c'est qu'il y a des familles qui vivaient depuis des années dans la consommation pirate. Sur un compteur de 9 kg en 380, ils arrivaient à alimenter des machines à traire, des congélateurs. Alors évidemment, avec le Linky, c'est plus possible ça. Ils sautent, et quand ils ne sautent pas, ce compteur raconte à la maison mère ce que vous êtes en train de faire. Enfin, on s'en doutait un peu, mais maintenant on a la preuve qu'il y a beaucoup de filouterie là derrière. Donc, moi, je veux bien que ce soit une intrusion dans notre vie privée, un champ magnétique dangereux, un risque d'incendie permanent, etc. Mais les torts sont quand même partagés, nous a-t-il dit. Alors là, il y avait un gars qui passait, qui portait une table, un agriculteur qui a dit « Non, la filouterie, c'est de se faire payer ses vacances au ski et sa retraite à 57 ans par les consommateurs. » Donc on partait là pour une empoignade, mais il a dérivé aussitôt en parlant du fameux champ magnétique qui rendait malade sa fille, et il a dit quelque chose comme déjà qu'on a le transformateur à côté, etc. Alors là, cette réflexion m'a quand même mis un peu mal à l'aise, parce que dans une vie antérieure, j'avais traduit, pour améliorer mes fins de mois, le livre d'un Américain nommé Paul Broder, un journaliste, qui s'intitulait « Les courants de la mort », un livre où il désignait les transformateurs 20 000 volts et les champs magnétiques induits autour comme responsables de certaines leucémies chez les enfants dans les maisons voisines. Je me suis bien gardé de le dire au bar pour ne pas envenimer les choses, mais j'en ai parlé ensuite à mon agent EDF, là, une fois que l'autre s'est éloigné, et il a curieusement dévié la conversation en disant que le champ magnétique c'était un faux prétexte pour cacher l'essentiel qui était la fraude.
En délocalisant les contrôles, les statistiques, les rapports d'anomalie, on se rapprochait du coût réel. Bon, alors j'ai bien compris qu'en tant que jeune retraité EDF, il n'irait pas plus loin, mais c'est là que j'ai fait le rapport avec les jeux vidéo. Oui, parce que figurez-vous, les jeux vidéo, maintenant, quand vous les achetez, vous ne les possédez plus. Ils dépendent de votre connexion à Internet, à un serveur qui sait qui vous êtes, combien de temps vous avez joué, si vous avez triché pour aller à la solution. Ce qui fait que les adolescents les moins spécialistes sont devenus incapables de s'échanger des DVD d'installation comme autrefois dans la cour du collège. Alors vous me direz, ça n'a aucun rapport. Ben, je me permets d'insister que si, ça a un rapport. Dans les deux cas, la partie qui fournit le produit vous traite en inférieur, incapable d'entendre raison, et donc préfère garder les rênes du produit. Autrefois, dans les cours de technologie au lycée voisin, on apprenait largement assez pour comprendre comment fonctionnait un compteur et pour pouvoir le trafiquer. Bien désormais, le compteur s'est terriblement complexifié, et je ne suis pas sûr qu'un prof de techno consente beaucoup à s'attarder devant ses élèves sur ce qu'il contient. Et bien pour les jeux vidéo, c'est pareil. On achetait un jeu 50 €, un adolescent qui savait coder arrivait toujours à déplomber, comme on disait, mais si désormais vous achetez toujours le jeu 50 €, en fait 70 même, en vérité vous le louez. Vous louez aussi les logiciels pour votre travail à distance en payant un loyer mensuel, donc vous achetez un produit que vous ne possédez plus physiquement. Partout les choses vont dans ce sens-là, le même sens, celui d'une société qui vous contrôle à distance. D'une société qu'on appelle numérique, avec toutes les fragilités que ça comporte et surtout les inégalités, car à Campagnol, une personne sur deux ne sait même pas de quoi je viens de parler. Abonnez-vous, merci. Merci pour votre sérieux, messieurs les politiques. Le chômage refuse de baisser, les gilets jaunes sont dans la rue, plus personne ne croit à l'Europe et Notre-Dame est en cendres. Mais la véritable urgence est ailleurs, il s'agit de défendre les droits des arbres. Oui, je le dis et je le répète, vous m'avez bien entendu, les arbres ont des droits de nos jours. Ce sont des petites choses affectueuses qui vous caressent gentiment du bout de leurs feuilles délicates. Ne dit-on pas à un ami de toujours « vieille branche ». Récemment, l'Assemblée nationale a proclamé une déclaration des droits de l'arbre et ce n'est pas une blague belge. On y apprend que les arbres sont des êtres sensibles et qu'ils ont le droit au respect de leur intégrité physique. Fort de cette déclaration, je propose d'organiser une tournée officielle auprès des maires de France et de Navarre qui s'obstinent à tailler l'hiver platanes et tilleuls en forme de coton-tige. Peut-être réaliseront-ils enfin le mal qu'ils font subir à ces pauvres arbres, martyrisés par de méchants élus. On découvre aussi que l'arbre doit être considéré comme sujet de droit. Formidable, ça tombe bien. Comme je viens de me brouiller avec ma femme et mes enfants, je vais léguer mes biens au saule pleureur qui est dans mon jardin. Nul doute que ce bel arbre saura quoi en faire pour le bien de la planète. Après tout, un arbre, cela lutte contre les gaz à effet de serre. Léguer à un saule pleureur, ce n'est pas plus bête que de faire un legs à la Fondation Nicolas Hulot. Nous apprenons émus à la lecture de cette déclaration que l'arbre, ouvrez les guillemets, écoutez bien, doit être respecté tout au long de sa vie avec le droit de se développer et se reproduire librement de sa naissance à sa mort naturelle. Il serait vraiment bien, il serait vraiment très très bien que ce qui vaut pour les arbres vaille aussi pour les humains. Mais là, j'en demande un peu trop. Nous savons en fait que dans nos sociétés dites postmodernes, l'humain, dans l'ordre de la création, est inférieur au brin d'herbe. Pourquoi? Parce que le vilain humain arrache les brins d'herbe et les fait mourir. Alors qu'est-ce que vous avez déjà vu un brin d'herbe tuer un homme? C'est QFD. Je le proclame donc haut et fort à la face du monde. À défaut d'être Charlie, ce soir, je suis Platane. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.